pour continuer nos pérégrinations avec l'armée américaine. Nous voilà avec les soldats de plomb et vous avez ici Alex qui va vous expliquer surtout les spécificités de l'uniforme américain. Donc vous allez voir que c'est très différent de ce qui se fait en France et en Allemagne à la même époque. C'est très distinct cet équipement américain. Je vais laisser Alex nous détailler tout ça. Oui, pas de souci. Donc je vais commencer de haut en bas. On va commencer du coup par la coiffe. Les Américains sont arrivés avec le célèbre campagne hat. Malheureusement, j'en ai pas pour vous en montrer. C'est le célèbre chapeau qu'on connaît à 4 pointes. Il se décrit en poil de lapin et il y a 5 coutures qui se fait autour du chapeau. C'est très caractéristique de l'armée américaine, mais pas très pratique. Du coup, lors des combats, on met le casque américain, basé sur une base de casque anglais, et avec des spécificités américaines. Donc, hop, là on a 2 écrous et un... Vas-y. Voilà. Donc à l'intérieur, on a une coiffe et une lanière en cuir. Tout simplement. C'est un très bon casque. Et lorsque le soldat est au repos, il porte le garnison cap, comme ici, modèle 1917, avec le collard d'insigne US. On pouvait mettre l'infanterie, on pouvait mettre l'artillerie. Pas de spécificité à ce niveau-là. Après, on retrouve donc en dessous la chemise modèle 1916, donc caractéristique avec ces 3 boutons-là, 2 poches, et assez longue comme les modèles français et de d'autres pays. Et par-dessus, la vareuse. Donc ici, on a une vareuse modèle 1912, assez élaborée, 2 coutures à ce niveau-là, une rangée boutons, des boutons sans bordure, et, je me permets, juste là, au niveau du col, 2 insignes. 2 insignes, donc ici le pays, US. Après, on pourrait retrouver certaines caractéristiques, le numéro de régiment, 8, 9, 10, etc. Ou le type d'armée, Regular Army, National Guard, National Army. Et ici, la spécificité. Donc là, notre homme est un artilleur, donc c'est les canons croisés. Ça aurait été un infanterie, ça aurait été les fusils croisés, l'ingénieur, le château de Verdun, etc., etc. On a 2 épaulettes et on a une grosse ligne de couture à l'arrière, juste là. Là, c'est le modèle 1912. Les Américains vont le modifier en 1917 pour avoir cette ligne. Voici. Donc, beaucoup plus simplifié. Beaucoup plus simplifié. Demande moins de travail parce qu'on passe d'une armée de 300 000 hommes en début 1917 à 4 millions fin 1918. Donc, la logistique, il fallait simplifier tout ce qui va être niveau vêtements. On a toujours une doublure en coton à l'intérieur, un système de 4 poches. Et à la fin de la guerre, on retrouve la modèle 18 où les coutures disparaissent et l'intérieur est simplifié aussi. Encore une fois, pour un gain de matériel et de temps de fabrication. On peut retrouver aussi des modèles spécifiques au niveau de la coiffe. Donc là, on a une Winter Cap. C'est un modèle assez hivernal qu'on retrouve souvent en France vers décembre ou septembre 1918 par exemple, ou décembre 17. C'était les soldats vraiment quand il y avait des grosses températures. Ça, c'est typiquement comment le soldat le portait. Hop, voilà. En hiver, il pouvait enlever le petit élastique pour qu'il tombe et se protéger tout ce qui est oreille et côté. On va finir le pantalon. Du coup, le pantalon, pareil. Là, c'est un modèle 12, reconnaissable, typique, avec sa martingale à ce niveau-là. Et contrairement aux autres pantalons américains, il n'y a pas de renfort entre les jambes. C'est un renfort avec les frottements, avec l'usure au long terme. C'est pas rien à voir avec la cavalerie, quelque chose comme ça. Le modèle 17, lui, se caractérisera par un renfort, juste là que montrent les gars. Voilà. On va retrouver un renfort à ce niveau-là et la disparition de la martingale. Et pareil, le modèle 18, par contre, lui n'aura pas un système de laçage qui se trouve en dessous des bandes moltières. Ce sera un système droit. Après, nous avons les bandes moltières. Donc ça, c'est apparu avec les équipements anglais et français, parce que les Américains, en arrivant, ils avaient des guettes. Guettes modèle 1910, modèle 1916, et pareil dans les tranchées, c'est pas aussi pratique que les moltières, et beaucoup plus dur aussi à fabriquer. Et pour finir, les chaussures. Là, on a des chaussures modèle 1918, donc là, on est sur du fin de guerre, mais ils sont arrivés en France avec des modèles 1904. C'était du cuir lisse, et dès la traversée du bateau, en fait, ces modèles n'ont pas tenu avec l'air salé, etc. Et ils sont arrivés en France, les chaussures, elles s'étaient déjà décomposées. Du coup, les Français les ont rechaussées. Il y a eu 10 000 paires de chaussures françaises déjà données à l'armée américaine dès les premiers hommes arrivés. Et après, ils ont changé le modèle par des 17, puis des 18. Pareil, à chaque fois, l'armée américaine a simplifié tout ce qui est fabrication
Donc de 17 à 18, il y a eu 2 modèles à chaque fois et c'est que la simplification du matériel. Voilà. Après, on... La chemise dessous sous le pantalon. Ah, tout ce qui est coton. Ouais, on peut retrouver aussi tout ce qui va être sous-vêtements. Donc des sous-vêtements longs qu'on retrouve comme chez les Français ou dans d'autres pays. Ça va être des sous-vêtements longs comme d'époque. Donc là, on a... Je sais pas si t'en as en dessous. Non, je on n'en a pas. Pareil, que ça soit en haut ou en bas. On parle niveau après uniforme, équipement, je suppose. Ah oui, on peut. Ouais. Donc là, ce sera l'équipement typique du soldat américain. Il va se composer sur une base d'un ceinturon. Donc là, c'est une cartouchière, modèle 1917. Donc il y a 10 poches pour mettre les clips chargeurs que vous retrouvez dans ce type d'arme. Ce sont des lames chargeurs de 5 balles en calibre 30-06. Il y a eu le premier fusil avec lequel ils sont arrivés en France, le Springfield 1903. Voilà. Ça a été une fabrication très longue et c'est assez onéreux comme fusil à produire. Du coup, ils ont changé le modèle pour passer à un modèle 1917, juste là, inspiré d'un modèle anglais de 1914. Inspiré d'un fusil de 1914 anglais. Voilà, hop. On retrouve le masque à gaz, inspiré de celui des Anglais, sauf que les pressions Leave the Dot ont été rajoutées par les Américains, contrairement aux pressions anglaises. On retrouve un outil personnel, donc le modèle 1910 au niveau du bolo, juste là. Mais c'est pas approprié sur tout ce qui est combat de tranchées. Du coup, les Américains ont créé en 1917 cette spécificité qu'on reconnaît chez les Français en crucifix comme les Rosalie. Et en 18, ils ont rechangé de modèle pour passer à une arme comme celle-ci, que qu'on connaît, que les Américains en Deuxième Guerre ont utilisé également. Nous retrouvons dans le sac du soldat une boîte à pain, une boîte à condiments, sel, poivre, etc. et une boîte à viande. Il pouvait avoir dans certains cas une trousse de toilette personnelle. Et ça, c'est de l'achat personnel et non fourni par l'armée américaine. Donc il y trouvera son savon, son rasoir, ses produits d'entretien pour son hygiène personnelle. Et il va retrouver sa gamelle qui est juste là. Voilà. Les couverts sont dans un petit écran en cuir. Et nous avons un couteau, une fourchette et une cuillère que je n'ai pas ici. Et la gamelle se fait en deux parties, comme ceci, et on la referme, qui se porte dans la pochette à gamelle qui est juste là. Pour former un seul élément, le havre-sac. Havre-sac modèle 1910, qui a eu subi quelques changements aussi avec le temps. L'appel personnel, et voilà. Et l'ensemble pesait à peu près 35 kg. Hop. On va finir sur le canon du coup. Donc comme beaucoup de choses, les Américains ont eu du matériel, que ce soit français ou anglais, et notamment le célèbre canon 75 que tout le monde connaît. Là on représente le 6e régiment d'artillerie, compagnie C. C'est le premier régiment américain à avoir tiré en France. Du coup c'est de la première division. La première division était cantonnée sur Cantigny, Noyon, on les retrouve de ce côté-là. Et on représente cet équipage-là. Sachant que l'équipage ayant eu le record de tir à la minute est un équipage américain avec 22 coups par minute. Pas mal du tout. Alors je rappelle que on considère que le 75 français tire 20 coups en une minute. Hein, c'est donc 75 mm, la taille de l'obus. Hein, c'est un engin qui, à portée maximum, peut toucher une cible à 12 km de distance, ce qui est énorme. Il faut bien se rendre compte. En vrai, on tire souvent plutôt à 4 ou 5 km de distance, c'est les portées réalistes sur le champ de bataille, parce que de toute façon, il faut viser à 12 km, hein, c'est déjà pas facile. Deux autres choses importantes, la forme de la dague que vous avez vue, je rappelle la Rosalie française, une forme cruciforme, comme ça, comme un tournevis cruciforme, ça fonctionne d'ailleurs exactement pareil. Vous prenez, vous enfoncez, vous tournez, vous retirez. Forcément, quand vous retirez, il n'y a pas une vis au bout, hein, il y a des viscères humains. C'est une arme qui sera interdite ensuite, sa forme sera interdite parce que c'est une arme trop cruelle, elle provoque des blessures affreuses et donc sa forme sera ensuite interdite. Et puis il y a une chose qui est importante dans l'utilisation du matériel américain, c'est la matière, le webbing, d'accord, ce qu'on appelle le web aussi tout court, c'est du coton tressé, hein, tout simplement, et c'est très important parce que ça résiste
c'est moins chaud que la laine étouffante qui se gonfle d'eau, qui est terrible. Et surtout, le webbing, vous l'utilisez tous les jours. Vous en avez dans vos lanières de sacs. Si vous allez encore en cours, vos sacs à dos ont certainement du webbing dans les bretelles. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est resté. Et ça vient de l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est les Britanniques au départ qui le développent particulièrement. Et les Américains vont très vite l'adopter parce que si je ne me trompe pas, ils ont une capacité à changer leur équipement beaucoup plus rapide que l'armée française. Voilà. L'armée française, pour des spécificités, va mettre plusieurs années, alors que les Américains ont une seule prise de décision, c'est immédiatement et c'est applicable. Voilà. Donc même comme je vous ai expliqué, pour différents types de vareuses, il suffit qu'on peut changer une couture, ça ne va pas prendre de 3 ans. Voilà. Ça prend quelques mois grand maximum. Oui, changement d'armes, changement de fusil mitrailleur, changement de plein de choses. C'est plus facile, la facilité, le changement est pratique. Et là, dans ce cas-là, comme vous expliquez pour le webbing, ça a été un très bon choix parce que le cuir est déjà très cher à produire. De 2, le cuir américain est de très mauvaise qualité. Et de 3, c'est encombrant et c'est difficile à porter. Le webbing, contrairement au français, on a juste à défaire la boucle et tout tombe. Alors que le français, il faut faire une lanière, etc. Donc en 30 secondes, le soldat américain peut se débarrasser de son barda et puis se reposer, passer à autre chose. Et oui, alors il faut se rappeler aussi que c'est une matière organique, le cuir, qui est très sensible au changement climatique, qui va devenir cassant en hiver, qui va se mettre à pourrir en été au contact avec le corps humain. Et donc c'est pas idéal du tout. C'est pour ça que là-dessus, l'armée française est très en retard, et que les armées britanniques et ensuite américaines sont très en avance sur ce point de vue. Voilà, merci beaucoup Alex de l'intervention. Merci donc à l'association des soldats blancs et puis on se retrouve pour un prochain live.